Bienvenue à Édition Offset. Je suis Laurence Desmarchais, responsable marketing et communication chez Produlit. Produlit, c'est une entreprise spécialisée en emballage cartonné et flexible depuis plus de 40 ans. Dans ce troisième épisode, je suis accompagnée de Ariane Capuano, coordonnatrice marketing chez Produlit, et Julie Cloutier, spécialiste en pratique éco-responsable au DEL, qui est le développement économique de l'agglomération de Longueuil. On y parle développement durable, innovation, financement et surtout comment passer à l'action, peu importe la taille de votre entreprise. Bref, c'est un épisode pour mieux comprendre les enjeux d'aujourd'hui. Bonne écoute! Julie, bienvenue à Édition Offset. Merci d'être parmi nous aujourd'hui et d'avoir accepté l'invitation. On est très heureuse de t'avoir avec nous. On va commencer par juste expliquer c'est quoi le développement économique de l'agglomération de Longueuil. Qu'est-ce que vous faites pour nos entreprises d'ici? Oui, le DEP, Oui. c'est un organisme de développement économique. On aide les entreprises autant en démarrage, en financement. On les aide aussi dans leur croissance, dans les transferts d'entreprise, s'il y a un transfert qui se fait d'entreprise. On les aide aussi dans leurs projets d'exportation et on les aide aussi en développement durable. Oui. Mon équipe à moi, nous, on est 3 chez Dell en développement durable et on accompagne les entreprises pour faire un premier diagnostic, pour les accompagner dans leurs besoins en développement durable. Est-ce qu'il y a plusieurs divisions au sein du DEL ou c'est vraiment votre équipe qui s'occupe de tous ces éléments? Non, mais tous les termes que je t'ai donnés, Oui. on a des équipes spécifiques. OK. On a même une équipe aussi qui est une grosse équipe qui s'adresse juste au virage numérique. Ah, OK. Ouais. C'est tout ce qui est optimisation dans une PME, dans une industrie, dans la production, sont là pour aider les entreprises aussi, là. Puis vous êtes combien d'employés? On est proche de 50 employés maintenant. Quand même! C'est que ça a grossi beaucoup dans les dernières années, là. Ouais. La gamme de services s'élargit toujours, là. Ça fait 20 ans, c'est ça? À peu près une vingtaine d'années, Ouais. oui. Puis nous, on travaille avec le DEL depuis très longtemps, puis pas juste avec le développement durable, mais avec innovation, financement, tout. On est comme une entreprise qui utilise beaucoup de vos services. Donc, c'est toujours super intéressant de travailler avec vous, puis de s'embarquer dans des projets parce que vous financez des projets, beaucoup de... On finance, mais on va vous aider aussi à trouver du financement Ouais. dans les différents, selon les différents besoins. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de développement durable. Donc, on va commencer pour tout le monde être un peu plus sur la même page. On va démystifier un peu certains thèmes. Donc, c'est quoi le développement durable, le GES, l'éco-responsabilité? Est-ce que tu es capable de nous... Simplifier ça. Oui. Le développement durable, on parle toujours des 3 sphères du développement durable. C'est que c'est le volet économique, le volet social et le volet environnemental. C'est que dans le développement durable, c'est d'assurer un développement qui trouve un équilibre à travers ces 3 sphères-là. On dit toujours, tu sais, la définition de base, c'est de répondre aux besoins, à nos besoins, mais en permettant aux générations futures de répondre aux leurs. C'est de limiter notre impact sur l'environnement maintenant pour qu'il reste quelque chose pour les autres générations. Mais c'est toujours en fonction des 3 volets. GES, ben là, c'est les gaz à effet de serre. C'est premièrement un enjeu environnemental qui est planétaire. C'est un enjeu environnemental global. C'est que les émissions qui sont ici se retrouvent, ça vient augmenter les émissions mondiales. C'est un enjeu qui touche vraiment la planète entière. Mais c'est aussi un indicateur. C'est que pour les entreprises, c'est un indicateur qui vient mesurer. C'est un indicateur parmi tant d'autres. On pourrait mesurer l'impact sur la biodiversité, sur un paquet d'éléments au niveau environnemental. Mais étant donné que les entreprises ou les individus aussi, on a une empreinte environnementale, on a des activités qui émettent des gaz à effet de serre, mais quand on vient mesurer ça, bien, on peut venir réduire cette empreinte-là en mettant en place des actions, tout ça pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est un indicateur qui est vraiment bien ciblé, je trouve, pour les entreprises. Et l'éco-responsabilité, bien là, c'est toujours d'agir en fonction de réduire nos impacts environnementaux. C'est qu'on parle souvent d'événements éco-responsables. C'est que c'est
d'organiser des événements qui ont une empreinte plus faible sur l'environnement. On va faire attention à nos choix d'emplacement, de nourriture, le transport. Il y a un paquet de critères qui vont venir réduire les impacts de l'événement. On parle d'achat éco-responsable, d'approvisionnement éco-responsable. C'est d'avoir toujours des critères pour réduire l'empreinte environnementale. C'est la différence. Par curiosité, ça ressemble à quoi? Ben, par exemple, une entreprise qui émet des gaz à effet de serre au niveau proportion, j'imagine que plus t'es gros, plus t'en émets ou... Ton secteur d'activité? Ça dépend du secteur d'activité. Ça dépend... il y a plusieurs éléments. On a fait avec Produlit un premier bilan GES pour voir les émissions, ils sont où dans leurs activités, ou c'est quoi les principales activités qui vont émettre. Bien, on a toute une industrie des bâtiments. C'est chauffé souvent au gaz naturel. L'électricité, même si on a la chance d'être au Québec et d'avoir une empreinte faible au niveau environnemental, mais il y a quand même des émissions qui sont reliées à ça, à la production d'électricité. C'est qu'on vient mesurer ces éléments-là. Okay. Tous les déchets. Ouais, les déchets, le recyclage, toutes les matières résiduelles qui sortent d'une entreprise là, suite aux activités, évidemment, bien, il y a un impact à ça aussi. On est chanceux chez Produlit, leur impact a été réduit beaucoup à cause des décisions qu'ils ont prises dans le passé, des innovations qu'ils ont réalisées aussi. Mais dans d'autres industries où ils ne sont pas aussi avancés, bien, ça peut être un poste important de gaz à effet de serre. On ne le voit pas. Si on met un déchet dans le bac en arrière, on ne se dit pas ce déchet-là va émettre. Mais le fait qu'un camion vienne le chercher, l'amène à un site d'enfouissement, le site d'enfouissement, il y a des émanations aussi de CO2, de méthane. Tout ça est mesuré dans un bilan carbone. C'est qu'on vient mesurer vraiment pas seulement sur les limites de l'entreprise, mais l'impact de tous les produits qui entrent puis qui sortent de l'entreprise. C'est que souvent, les émissions vont se retrouver plus là que sur les impacts directs reliés aux activités au chauffage, tout ça. Là. Oui. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres termes dans le développement durable que tu aimerais démystifier ou juste dire comme est-ce que c'est un terme qu'on utilise souvent, que le monde en général, ils ne sont pas trop au courant, ne savent pas c'est quoi? Non, pas tant sur les termes, mais peut-être plus sur, tu sais, vous travaillez en marketing, l'éco-blanchiment, c'est quand même quelque chose faut pas verser dans l'éco-blanchiment. Ça fait que c'est juste de s'assurer, quand on utilise des termes, il faut s'assurer que c'est soutenu par des actions, soutenu par des chiffres, par des preuves. Juste de lancer des choses, des termes, c'est aussi votre domaine, là. Vous êtes en mesure de comprendre exactement, mais on peut pas juste lancer des choses en l'air. On est éco-responsable. Ben, on est éco-responsable, ça veut dire quoi? Ouais. Quelle action qu'on a fait? C'est que ce qui est important, c'est de communiquer ces actions-là. À différents niveaux, mais c'est de soutenir ça par des actions réelles. Définitivement. Oui, c'est très intéressant. Puis pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on s'intéresse au développement durable? Les entreprises? Oui. Au général, pour les personnes. Oui, bien, les individus sont de plus en plus conscientisés. Ouais. Les jeunes, je trouve, sont de plus en plus conscientisés à l'environnement. Oui, bien oui. Puis, on était il y a quelques années en pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Le moyen d'attirer des employés ou de garder des employés, c'est d'être aussi un employeur qui est responsable, qui a des belles valeurs, qui a des valeurs environnementales. C'est comme ça que tu t'attires aussi les employés, là, où tu gardes tes employés. C'est d'embarquer dans ce mouvement-là là, qui est important. Là. Puis de tout ce qui est environnemental, bien, c'est souvent associé, souvent négativement, à des coûts. Ça va coûter plus cher si on va vers l'environnement. Mais comme quand on a fait le bilan ici, si on vient réduire, on se rend compte, bon, on a nos émissions reliées, par exemple, au gaz naturel qui est associé au chauffage. Si on vient cibler après, où on peut avoir des actions, mais là, il y a des mesures d'efficacité énergétique qui peuvent être implantées, des audits énergétiques sur le bâtiment, sur souvent les zones d'expédition, réception-expédition de marchandises, il y a beaucoup d'entrées d'air frais. Bien, si on met des mesures en place pour réduire ça, bien, on vient réduire la facture aussi
C'est qu'on vient réduire nos impacts, mais au bout du compte, l'entreprise a une facture énergétique qui est moins élevée. Le but, c'est ça, c'est que là, on parle de façon économique. C'est que pour une entreprise, faire des mesures environnementales, ça a un impact positif au niveau de l'économie aussi. C'est aussi une cumulation de petits gestes au quotidien qui font une différence, finalement, pour les entreprises. Oui. C'est pas obligé d'être une énorme... Non, bien souvent, dans les plans d'action, on va essayer de s'attarder là, vraiment aux actions les plus simples qui vont avoir le plus d'impact. Pour avoir un succès rapide, prouver aux employés, à la direction que c'est pertinent, tout ça, puis que, tu sais, si on part avec un plan d'action qui est étalé sur des années, avec plein d'actions compliquées, on verra pas le bout de ça, les gens vont se démotiver. S'ils voient des gains rapides, bien, les employés vont embarquer. Puis, c'est avec qu'ils vont amener des initiatives, puis ça fait boule de neige, là. Ouais. Puis un point que je trouve intéressant aussi, c'est que souvent, tu sais, justement, le point de l'argent, là, on pense souvent que ça nécessite beaucoup de financement et tout, mais justement, tu sais, les gouvernements, les municipalités, tout sont derrière les entreprises pour supporter dans ces démarches-là. Fait que ça aussi, on va toucher sur le point des subventions tantôt, mais quand même, là, de pas se décourager qu'il y a une équipe de support là, qui sont là derrière les entreprises d'ici. Bien, c'est notre rôle aussi chez Dell. Ouais. Étant donné qu'on est un organisme de développement économique, on est là pour soutenir les entreprises. Le manque qu'on voit dans les entreprises, souvent, c'est d'avoir les bonnes ressources ou les ressources. Une grosse entreprise va pouvoir se permettre d'avoir des gens en environnement, en santé et sécurité, avoir une équipe complète. Les entreprises n'auront pas nécessairement les moyens d'avoir une entreprise dédiée. On va voir souvent les personnes du marketing qui vont s'occuper d'environnement. Il y a différents... le chapeau environnement atterrit souvent sur une charge de travail qui est déjà complète pour un employé ou pour un membre de la direction. C'est que Dell, on est là pour venir apporter du support technique dans les différents domaines, comme la recherche de subventions. Même si vous avez quelqu'un qui s'occupe de la finance, de la comptabilité, souvent, il n'est pas au fait ou il ne gardera pas une vigie sur toutes les subventions. Nous, on a une équipe qui garde une vigie sur toutes les subventions possibles. Puis la majorité des services sont gratuits. Oui, la majorité des services sont gratuits. C'est que c'est un bon soutien pour les entreprises. Oui, c'est ça ce qu'on veut. Puis on a beaucoup, dans l'agglomération de Longueuil, on a beaucoup d'entreprises. Ouais. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est que le développement durable, on s'attarde à l'agglomération en priorité, mais on couvre la Montérégie au complet. Okay. Le DICHFAM, pour le virage numérique, eux couvrent la province au complet. Okay. C'est que le nombre d'entreprises qu'on peut soutenir est vraiment grand. Oui, c'est un grand impact. Si on veut comme donner un point de départ clair aux entreprises, qu'est-ce qu'on entamerait en premier pour une transition durable? Y a-t-il des premières étapes que vous jugez au DEL qui sont essentielles pour comme devenir plus éco-responsable? Oui, bien... je peux prendre votre exemple, l'exemple de Produlit. Oui. Pardon, vous avez passé dans le processus régulier. Ouais. On se rend compte, souvent les rencontres ont lieu dans des événements, on va participer à des événements sur le territoire, on rencontre les entreprises. Et bien là, vous aviez déjà une porte d'entrée en innovation, en financement, c'est que vous étiez déjà en contact avec d'autres membres de l'équipe de Dell. Puis on se référence les clients aussi à l'interne. Si vous parlez, une entreprise parle de financement, puis la personne de financement, en jasant avec l'entreprise, se rend compte qu'il y aurait peut-être quelque chose pour un besoin en développement durable. Bien, il y a un soutien, c'est ça, un référencement qui se fait à l'interne et on discute. C'est un peu ça qui est arrivé ici avec Produlit. On a regardé, ce qu'on propose au début, c'est de faire un bilan, de voir, de mesurer le niveau de maturité de l'entreprise. On regarde, on en est où? Avant d'avancer, il faut savoir d'où on part, là. C'est qu'on fait un bilan. Nous, ce qu'on fait, c'est on se sert de la grille du BNQ 21000. Puis c'est 21 critères, autant en environnement, en social, au niveau économique et en gouvernance. C'est l'entreprise qui doit remplir ça ou vous on s'assied. C'est quand même un exercice de à peu près 2 heures avec l'entreprise. Nous, on le remplit, je pense, avant avec le comité de direction, puis ensuite, on se rencontre pour... Puis on a challengé les questions. C'est ça, parce que souvent, les entreprises, c'est soit qu'une personne va se surévaluer,
ou se sous-évaluer. Ouais. C'est que là, on s'assit à plusieurs. Puis quand on l'a fait ici, on s'est assis quand même avec plusieurs membres de la direction. Puis on regarde vraiment on passe à travers toutes les questions. Puis parce que c'est un autodiagnostic, c'est qu'une entreprise peut le faire elle-même. Ouais. Par contre, l'avantage de le faire avec Dell, on s'assied avec vous, puis on vient mettre un langage commun. D'avoir, pour être sûr que de trouver le bon niveau, de challenger aussi. T'sais, pourquoi vous vous mettez aussi bas? Pourtant, vous faites, parce qu'on discute aussi avant, on fait une visite avant, voir c'est quoi les activités. C'est qu'on challenge vraiment pour essayer de trouver le niveau de maturité. Ça se présente après le résultat sous forme graphique. C'est qu'on voit vraiment où sont les lacunes de l'entreprise. C'est plus visuel. Ouais. C'est ça. C'est que souvent, en niveau économique, tout est en maîtrise partout. Gouvernance, souvent, c'est assez bien. Les lacunes sont souvent au niveau environnemental, mais c'est pas tant parce qu'il n'y a pas d'action nécessairement, c'est parce qu'il n'y a pas de documentation d'action souvent. C'est que là, on vient formaliser tout ça. C'est que là, au niveau de Produlit, il n'y avait pas de bilan GS qui avait été fait. Il y avait des mesures au niveau des matières résiduelles qui avaient été faites, au niveau d'audit énergétique qui avait été fait. Là, on est allé plus au niveau des GES. C'est que la suite de ça, ça a été de réaliser un bilan GES, de mettre en place un plan d'action. Puis le plan d'action, on ne le sort pas de notre chapeau, là. On s'assied encore avec l'entreprise pour avoir aussi des actions qui sont réalisables pour eux. C'est tellement important pour que l'entreprise soit justement en mesure de mettre en place ces actions-là du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait quand même un accompagnement puis des petites étapes à franchir. Oui, puis souvent, c'est quand même du gros bon sens. C'est quand on s'assied avec l'entreprise pour le plan d'action, on leur demande « Vous aviez prévu faire quoi dans les prochaines années? » Puis souvent, c'était déjà prévu. Ouais. Souvent, c'est le temps, l'effort qui n'est pas... On ne sait pas trop quand est-ce qu'on va le faire. Mais là, ça vient comme formaliser un peu. Il y a comme une importance reliée à ça. Il y a un but relié à ça. On veut réduire les émissions. C'est que là, ça se rattache à un but. Mais on y va toujours en fonction du plan stratégique de l'entreprise aussi. On veut s'enligner avec ça. On ne veut pas avoir un plan d'action qui va dans une autre direction que la direction qu'ils avaient prévu aller. On veut qu'ils fassent les mêmes choses, mais qu'ils le fassent un peu différemment, un peu mieux au niveau de l'environnement. Puis moi, un truc que je reviens, puis on s'en est parlé souvent, là, c'est que, tu sais, il y a une personne ou quelques personnes dans l'entreprise qui peuvent avoir, tu sais, le goût d'avoir une transition plus durable, puis de parler, puis de prendre une prise de conscience, mais il faut vraiment que ça soit ancré dans une culture d'entreprise. Puis je pense que c'est ça qui est difficile souvent, c'est que quand que ça provient pas du chef ou du leader, ben c'est difficile d'apporter, dans le fond, cette transition-là. Puis comment est-ce qu'on éveille une prise de conscience comme dans les comités de direction? Comment est-ce qu'on rend ça une priorité? Bien, c'est sûr que ça émane à quelque part, à un moment donné, il y a quelqu'un qui amène. Ça peut provenir de la base des employés qui ramènent ça vers la direction. Ça peut être une valeur déjà de l'entreprise qui veut faire descendre à travers ses activités, ses employés. Mais il y a souvent une étincelle qui est à quelque part. Si on prend toutes les normes environnementales, comme l'ISO 14001, l'élément primordial, c'est l'engagement de la direction. Oui, si la direction n'embarque pas... Non, mais c'est ça, parce qu'il y a quand même un leadership à assumer à ce niveau-là. Puis tantôt, je disais, si c'est pas formalisé, bien, la formalisation de tout ça, c'est souvent dans des politiques, dans les valeurs, qu'une entreprise nomme ses valeurs, établisse ses valeurs. Une fois que ça s'est établi, c'est de communiquer aux employés. Là, ça devient, c'est là qu'on sent une culture d'entreprise qui s'installe. Oui. Puis, est-ce que, vous avez vu beaucoup d'entreprises puis supporté beaucoup au Dell, mais est-ce que vous trouvez qu'une recette gagnante, c'est comme d'avoir une politique ou est-ce que d'avoir un comité vraiment établi, c'est comme la clé là, pour le développement durable? Le comité environnement, ça l'aide toujours parce qu'on vient, vous mettez autour de la table autant des gens sur le plancher que des gens de la direction, un mélange là, c'est que les employés sont écoutés, peuvent amener des idées. C'est que ça, puis la direction, ça permet aussi de communiquer ses bons coups, ses valeurs, sa culture. Ça permet de communiquer tout ça. Puis ça crée, juste le fait d'avoir un comité, ça crée aussi un élément de transparence, de confiance, de transparence. C'est que là, après, les employés retournent, prennent souvent les représentants
reprennent aussi, tu sais, quand il y a quelqu'un d'environnement sur le plancher, bien, si quelqu'un a une idée, bien, au lieu de dire, oh mon Dieu, je vais aller affronter la direction, ou non, je n'irai pas leur dire ça, ils m'écouteront pas. Là, ils ont quelqu'un qui peut amener à ce comité-là ces idées-là. Puis là, tout ça, ça avance aussi. Il y a une motivation qui est plus grande. Puis l'employé, quand il voit que des mesures, s'il a amené une idée, puis qu'il voit son idée qui s'implante, c'est quand même motivant aussi. Puis ça crée l'effet que les... C'est valorisant. Oui, c'est valorisant. Pour les employés d'avoir contribué avec des projets qui sont à leur image puis qui sont surtout alignés avec leurs propres valeurs aussi, reliés à l'environnement, par exemple. Puis pour l'entreprise, ben on vient souvent augmenter de la productivité aussi, là. Puis là, ça se traduit aussi par des dollars à l'autre bout, là. Oui. Ce qui est essentiel aussi pour une entreprise, veut pas. Puis, on a parlé un petit peu de l'aspect stratégique, mais comment la durabilité, ça peut devenir vraiment un avantage concurrentiel sur le marché, par exemple pour des industries manufacturières comme Produlit? Il y a beaucoup de donneurs d'ordre qui imposent ou qui demandent des actions en environnement, de la documentation. Il ne faut pas juste cocher des cases. Si on parle d'EcoVadis, il faut cocher qu'est-ce qu'on fait. Mais il faut le soutenir avec des preuves aussi. On ne peut pas juste dire on coche ça, puis ça va me donner plus de points. Ça prend les preuves à chaque fois, là. C'est que ça amène les entreprises à être plus concurrentielles. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont demander dans leur chaîne d'approvisionnement, si eux font des mesures, puis où ils ont une certaine certification, vont demander la même chose aussi à leur chaîne d'approvisionnement. C'est qu'à force, les compagnies, à force de se faire demander tout le temps les mêmes choses, bien souvent, ils vont mettre de l'effort pour documenter, puis dire, ben là, on va produire un petit rapport document, on va se structurer, puis on va être capable de répondre, pas avoir à répondre à la pièce tout le temps. Pour être aussi, parce que les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Définitivement. Ça fait que d'être capable de démontrer surtout dans le contexte économique présentement, où on parle plus d'achat local, bien là, on oublie un peu là, les contraintes environnementales, où on passe un peu à côté, mais ça va revenir. On ne peut pas se lâcher lousse, se remettre à polluer. Puis ceux qui vont avoir toujours avancé à ce niveau-là vont avoir des avantages. Tous les marchés européens, ça prend... ont des contraintes environnementales plus sévères que les nôtres. Ils sont toujours à l'avance. Puis la réglementation, quand elle est là, elle va finir par arriver ici aussi. Là. C'est un processus. Il faut être prêt. On travaille beaucoup développement durable avec les gens d'exportation. Parce que si une entreprise veut exporter, surtout dans le contexte actuel, s'ils veulent exporter vers l'Europe, il y a les passeports numériques qui s'en viennent. Le passeport numérique, ça prend une empreinte carbone. Ça prend une analyse de cycle de vie qui est réalisée pour le produit qu'on va exporter. C'est que ça, on va avoir besoin il faut préparer les entreprises à ça, là. Ah, là, c'est un processus quand même. Il y a beaucoup d'étapes à prendre en charge, mais... C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de faire un épisode sur ça, parce qu'il y a tellement de sujets connexes qui sont connectés, puis ça l'affecte tellement... Il y a tellement un impact énorme sur la structure, sur l'organisation d'entreprise, que c'est super pertinent là, d'être au courant. Oui, puis vous vivez ces contraintes-là. Ben oui. C'est que vous avez des contraintes selon ben les pays, les endroits où sont vos clients. Vous vivez la réglementation d'autres pays que le Canada, là. Oui, puis non seulement les autres pays, mais les clients puis nos partenaires. Là, on a beaucoup de demandes qui émergent de c'est quoi l'analyse de cycle de vie de vos produits, où ça vient, c'est quoi votre bilan carbone. Donc, tu sais, pour une entreprise d'être au courant de tout ça, bien, c'est juste un plus, là, c'est un atout. Là, vraiment. On a travaillé avec une entreprise manufacturière en Montérégie. Puis eux, ils étaient rendus à avoir une personne à temps plein qui répondait aux demandes des clients au niveau environnemental. Et c'était pas son rôle du tout, là. C'est que là, ils sont en train de se structurer, de formaliser les choses, puis d'être capable de répondre directement. Voilà nos actions, voilà, tu sais, avec un bilan carbone, mais d'avoir un rapport de développement durable, de concentrer toutes leurs activités, puis d'être capable de juste
répondre Ben, en c'est ça, donnant puis que ça. ça soit plus rapide aussi, là. Oui, c'est ça. J'imagine que c'est cette personne-là qui est accompagnée aussi par le DEL directement pour la Oui, mais briefer un peu. on a fait les mêmes étapes qu'avec ok. Produlit. On est passé avec un BNQ 21000, on a fait un bilan carbone et on s'enligne sur une analyse de cycle de vie de leurs produits. C'est vraiment un cheminement qu'on répète vraiment d'une entreprise à autre. Puis quand on fait le bilan carbone, moi je dis toujours qu'on développe un très mauvais modèle d'affaires parce qu'on fait le bilan carbone, puis après ça, on vous donne les outils pour pouvoir le réaliser vous-même par la suite. Parce qu'on souhaite, c'est rendre les entreprises autonomes. Tantôt, je disais, il n'y a souvent pas le personnel spécifique pour l'environnement. Bien, on veut former cette personne-là. On veut la rendre autonome dans l'entreprise pour qu'ensuite, qu'elle continue. Parce que c'est beau se mesurer une fois, d'essayer de réduire, mais pour savoir qu'on a réduit, il faut se remesurer encore. Qu'il y a des suivis C'est après. qu'on veut être capable que l'entreprise puisse continuer à travers les années à se mesurer puis à s'améliorer. Est-ce que idéalement une entreprise devrait faire un bilan carbone par année pour comme bien se... Oui, Ouais. faudrait vraiment suivre à chaque année le bilan. Une fois que l'exercice est fait, comme je disais, on donne les outils. Là, dans la prochaine mouture, où ce qu'on commence, là, on commence au mois de mai avec une première cohorte d'entreprises, c'est que là, on va leur montrer comment le faire, le bilan, comment le réaliser, comment se structurer aussi, comment structurer leurs données à l'intérieur de l'entreprise. Les entreprises n'ont pas tout le même niveau pour les données, comment c'est structuré. Il y a souvent des entreprises, ça va être encore papier. Les plus petites entreprises, il peut y avoir des systèmes plus complexes de données, mais d'avoir ces indicateurs-là qu'on a besoin, d'être capable de les extraire, de les maintenir à jour d'un tableau de bord. Puis après ça, l'exercice, un bilan carbone, c'est un peu un exercice comptable. Là. On ramasse, Probablement. ça reste des mathématiques simples. Là. On a des matières, on a des facteurs d'émission, puis on arrive au bout avec des émissions de GES. C'est vraiment pas compliqué. Puis souvent, les données sont économiques. Là. Fait que c'est pas mal plus accessible que ce que d'autres entreprises peuvent penser. Ah, ben oui. Ben notre rôle, c'est vraiment, on s'est donné comme mission de démystifier les bilans carbone. Parce que... Oui. Oui. Puis, tantôt, on a parlé un peu du numérique et tout ça, mais là, avec toute l'intelligence artificielle, les technologies, tout ça, j'imagine qu'il y a un gros impact aussi, pas sur la durabilité, l'environnement et tout ça. Mais est-ce qu'il y a des opportunités aussi par rapport à ça qui peuvent être faites avec l'intelligence artificielle? Ben, c'est un domaine qui est nouveau. Oui, il y a des opportunités. On ne peut pas se lancer, par exemple, si je regarde juste au niveau développement durable, si on regarde juste vraiment juste ce créneau-là, là, je ne parle pas d'innovation ou de développement de produits, mais vraiment juste développement durable, il faut quand même que ça soit balisé correctement. Ça ne veut pas dire que c'est... faut s'assurer que l'intelligence artificielle va aider, mais on a besoin quand même d'un humain pour prendre des décisions. Ouais. Pour juger si c'est pas la vérité absolue, pour juger si c'est correct ou pas. Là, on peut interroger le chat GPT ou d'autres outils de ce type-là on pourrait demander, sors-nous le bilan carbone ici, là. C'est que l'intelligence artificielle va se baser sur des moyennes mondiales, il va sortir un chiffre. Ça ne sera pas la réalité nécessairement d'ici. Il faut être en mesure de comprendre Ton processus. D'où ça vient, d'où Ouais. les facteurs viennent d'où. C'est-tu une usine en Chine? Le modèle vient d'où? Mais il y a des opportunités pour aller travailler là-dedans. Par contre, l'intelligence artificielle, il y a quand même une empreinte environnementale qui n'est pas négligeable. Justement, c'est vers ça qu'on C'est voulait les serveurs, aller. tout l'hébergement des données, les serveurs, c'est super énergivore. Là, ça fait travailler des machines beaucoup plus que juste les réseaux Internet. Puis on regardait là, au niveau de tout ce qui est les TI, tout ce qui est pour avoir un numérique responsable. On est en mesure là, de calculer les ordinateurs, les serveurs, tout ça. L'intelligence artificielle vient bouleverser tout ça. Là, la demande énergétique est encore plus forte. C'est qu'il y a quand même des impacts
qu'on voit pas, c'est un iceberg, là. Bien, définitivement. Puis on a vu un peu passer, pas juste un peu, là, c'était partout dans les dernières semaines. Je ne sais pas si tu as vu les starter packs sur LinkedIn et tout ça. Puis on a vu beaucoup de passer aussi l'impact environnemental que juste la génération de ces starter packs-là pouvait affecter sur l'impact finalement sur, je pense que c'était les joules d'énergie, je pense. Peut-être. Oui. Mais oui, c'est sûr qu'il y a un impact. Il y a plusieurs années, j'étais chez Hydro avant, c'est dans mon ancienne vie, dans une conférence, il y avait quelqu'un de La Poste en France, qui avait il a fait faire une analyse de cycle de vie sur une lettre postée. Quand on poste une lettre, parce que là, on se dit ça n'a pas de sens, il y a des camions qui vont la livrer, le postier, tout le tri, puis tout ça. Mais quand on regarde un courriel, c'est facile, c'est rendu la facilité. On pèse sur le piton, ça part, on envoie des attachements. Il y a un impact à tout ça. Ça part, mais il y a des serveurs. Les serveurs sont énergivores, sont climatisés, ça chauffe énormément. C'est qu'il y a un impact. Puis au bout du compte, la lettre de la Poste en France, mais la Poste est équipée de beaucoup de véhicules électriques aussi, mais chargée en France. Il y a quand même un impact assez grand quand même. L'impact était moins grand d'une lettre à la Poste que d'un courriel. Puis là, le courriel, on envoie beaucoup plus de courriels qu'on a pu envoyer des lettres dans le passé. Ça fait que notre impact est quand même assez grand. C'est juste que maintenant, c'est la facilité. L'intelligence artificielle, c'est la même chose. Pour l'instant, c'est la facilité. Pour une entreprise, ça va être dans les prochaines années, ça va être d'encadrer tout ça, de s'assurer d'avoir un développement éthique. C'est à définir. C'est encore tout récent oui, aussi. C'est ça. J'imagine qu'on n'a pas les réponses à tout aussi au niveau de l'impact, des conséquences que ça peut occasionner. Non, les conséquences d'une décision aussi. Si on regarde, ça peut aller très loin dans une entreprise, l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'impact d'une décision sur les employés, sur la santé et sécurité, ça peut aller loin. C'est qu'il va y avoir besoin beaucoup d'encadrement pour ce volet-là. Oui, définitivement. Puis si on saute plus dans le financement, les certifications, qui est quand même un grand sujet là, quand on parle de développement durable, il y a des types de financement qui sont disponibles, autant fédéral, gouvernemental, municipal. Y en a-tu un que vous travaillez le plus souvent, que vous recommandez? On les regarde toutes. Oui. On va regarder vraiment pour avoir ce qui est le plus adapté pour le projet de l'entreprise ou pour le besoin de l'entreprise. C'est qu'il y a des subventions, comme tu dis, au fédéral. Investissement Québec pour l'innovation, il y a le programme SR qui vient d'être lancé. L'innovation, bien souvent, l'innovation va venir aussi réduire, ça peut être l'innovation en lien avec pour réduire les impacts environnementaux. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de subventions. Il y en a au provincial aussi. Il y en a, on avait le Fonds Éco-Leader. Le Fonds Éco-Leader est encore là pour soutenir les entreprises. Ça, c'est provincial ou municipal? C'est un organisme provincial. OK. Ensuite, il y a des subventions municipales aussi pour l'électrification. Ils peuvent donner des subventions autres que les gouvernements, mais ils peuvent donner des incitatifs. Hydro-Québec Énergie a des beaux programmes présentement de financement pour ils retournent vers la biénergie, Énergir, tout ce qui est réduction, ils financent, donnent beaucoup de subventions en lien avec la réduction de consommation de gaz naturel. Ça dépend du secteur d'activité ou c'est vraiment ouvert à n'importe quel? C'est ouvert à n'importe quel, en fait, d'un résident à une entreprise. Toute grosseur d'entreprise, aussitôt qu'ils peuvent réduire. Tu sais, on est vraiment dans une ère d'efficacité énergétique. C'est que là, aussitôt qu'ils peuvent réduire, chaque mètre cube de réduction de gaz naturel, il y a une subvention qui est accessible à ça. Au niveau d'Hydro-Québec, c'est la même chose. Il y a des subventions aussi. Puis, on a des équipes sur le terrain ici, dans l'agglomération, qui viennent aider les entreprises aussi. C'est que nous, on est en lien avec les représentants vraiment pour les industries. Puis, souvent, on peut faire des visites avec eux. C'est que la visite, s'il y a un besoin déjà qui est ciblé pour une entreprise pour faire, mettons, un audit énergétique, mais avant même de faire l'audit, on va aller sur le terrain avec soit le représentant d'Hydro ou d'Énergie, ou des fois les deux, pour déjà établir, sont habitués de voir, les cibler, c'est ça. Après, bien là,
ça prend un audit, on va aller vraiment mettre en place un projet, tout ça, mais ils sont capables tout de suite d'avoir l'œil pour aligner l'entreprise dans les bonnes subventions. Ah, wow. Puis est-ce que tu juges qu'il y a certaines certifications, soit de gouvernance ou environnementale, comme style B Corp ou ISO 14001, qui est comme essentiel pour devenir comme concurrentiel sur le marché? Bien, c'est toujours un plus. Oui. De choisir une ou l'autre, ou puis il y en a d'autres, c'est pas... Là, ça appartient vraiment... Il faut regarder les besoins de l'entreprise. Il y a des ISO 14001, ça sous-entend une plus grosse... faut mettre en œuvre quand même plusieurs choses, il faut être en contrôle de plusieurs choses. Il y a une certification à soutenir aussi. Il y a quand même des audits à chaque année, une recertification aux 3 ans. Ça demande s'il y a des coûts qui sont associés à ça. Mais si ça permet ouvrir un marché, si ça permet d'aller chercher des contrats gouvernementaux, ou, ça dépend toujours, c'est quoi la demande des clients. Si un client demande un type de certification, le Cascade demande EcoVadis à sa chaîne d'approvisionnement. C'est que, c'est que ceux qui veulent ou qui sont déjà un fournisseur de Cascade, ben vont se plier, ou ils ont tout intérêt à se plier à cette contrainte-là, ou cette certification-là, d'aller chercher ce plus-là. L'avantage, c'est toujours d'aller chercher des nouveaux marchés aussi. Ouais. C'est que d'avoir ça va permettre peut-être d'aller chercher d'autres... à l'époque, chez Hydro, j'avais travaillé pour établir des critères d'achat. Okay. On ne les mettait pas en place. On regardait comment les soumissions allaient se placer. Ça fait vraiment plusieurs années. Là, c'est en place. C'est que là, il y a vraiment des points donnés. En plus, c'est que souvent au gouvernement, s'il y a 2 entreprises qui vont soumissionner au même prix, l'entreprise qui va avoir répondu à des critères environnementaux, elle vient se qualifier mieux que l'autre. Elle a un avantage supérieur. C'est ça. On parlait d'avantage concurrentiel tantôt. Ben, on est pile là-dedans. Puis vers les marchés extérieurs, ben, c'est la même chose aussi. Là. Puis surtout en Europe, là, si tu veux aller exporter là-bas, puis qu'on sait qu'eux sont déjà comme beaucoup plus avancés que nous en termes de développement durable, c'est sûr que nous, au Québec, on doit... Faut se préparer. Il faut se préparer à ça. Il y a définitivement une vision à long terme à avoir. Puis d'ailleurs, ça m'amène à une autre question, mais dans les prochaines années, ça va ressembler à quoi les défis, que ce soit environnementaux ou même réglementaires au point de vue environnement? Ça va... Bien, au niveau réglementaire, ça devrait se resserrer. En fait, il faudrait que ça se resserre un peu, là, si on ne veut pas partir. Parce que, on parlait de gaz à effet de serre, c'est un enjeu planétaire. Là, on est en réaction, les entreprises commencent à se mesurer. Les gouvernements sont pas mieux, sont pas en train d'atteindre leurs cibles qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Là. C'est qu'on n'est pas là, on n'est pas là, mais ce qui va nous rattraper vite, puis ce qui nous rattrape déjà, c'est l'adaptation au changement climatique. Il faut s'adapter. Les entreprises, c'est un citoyen aussi, là. C'est qu'on a souvent des événements climatiques extrêmes. On a déjà, au Québec, on a beaucoup de, l'électricité, on la gaspille, là. On s'est jamais posé la question là-dessus, oui. Mais là, on n'est plus dans ce monde-là. Les entreprises ne peuvent pas avoir d'énergie comme ils veulent. Faut faire des demandes. Il y a une limite à l'électricité qu'on peut produire présentement, qu'on peut utiliser. Mais il faut que tout le monde doive réduire. Tout le monde doit réduire. On n'a pas le choix. Mais c'est toutes des contraintes qui font que faut changer. À un moment donné, il va falloir changer quand même une façon. Il va falloir avancer un peu plus vite. Là, parce que si ce n'est pas de l'investissement présentement pour réduire notre impact, ça va être des investissements pour réagir à notre environnement qui se modifie de plus en plus. Là. Puis est-ce que tu estimes que de faire l'évaluation du bilan carbone, finalement, c'est quasiment aussi important que le chiffre d'affaires, finalement? En fin de compte. Ça serait le fun que ça le soit. Oui. Mais si je prends l'exemple d'Hydro, Hydro produit un rapport de développement durable et produit son rapport annuel. Le rapport de développement durable est plus lu
que le rapport annuel. Quand même, hein? C'est que les actions, intéressant. oui, les actions en environnement, toutes les actions là, c'est vraiment un rapport développement durable. Il y a autant l'économie, le social, l'environnement. Ce rapport-là est beaucoup plus lu que le rapport annuel avec les chiffres. Puis, c'est que ça a une importance. Ça va devenir une norme aussi, là, Oui. éventuellement. Là, les gouvernements, ils vont même apporter des sanctions si tu fais pas ton bilan carbone. On va, comme si on parle là, dans les prochaines années, là, c'est sûr qu'on va devoir soumettre des Toutes les entreprises en France, avec un certain nombre d'employés, tous les offices municipaux doivent produire un bilan carbone. Déjà. C'est que c'est... Fait qu'on le sait que ça s'en vient. là. ça s'en vient. C'est une question de temps. Ouais. Puis si on finit l'épisode là, sur peut-être un exemple ou un projet que vous avez vu au DEL à l'interne, que vous avez fait comme « wow », comme ça, c'est vraiment une entreprise qui a compris, qui est avancée. Est-ce que vous avez un projet en tête ou une idée ou une entreprise? Bien, il y a une entreprise, pas nécessairement qu'on a accompagnée, mais je ne sais pas si vous connaissez Mission L'eau. Oui. Les jus, les Oui, bières, le oui, pain, oui. bon, qui est fait à base de surplus Oui. de distributeurs. Ouais. C'est que c'est pas, tu sais, les gens pensent souvent que c'est des fruits plus bons ou tout ça, c'est pas ça, là. Non. C'est vraiment le gaspillage alimentaire dans les entrepôts, là, ils récupèrent tout ça. C'est un bel exemple d'économie circulaire. Là, on parle de réduction. On parlait de réduction, on a parlé juste comme en 4 murs d'une entreprise. Mais l'idéal, là, c'est d'avoir un écosystème d'entreprise, d'avoir une économie circulaire, d'être capable que les déchets puissent servir aux autres. On travaille beaucoup là-dessus aussi en Montérégie puis dans l'agglo sur ce volet-là. Mais l'eau, c'est un bel exemple Ouais. aussi, c'est de reprendre des choses, d'ajouter de la valeur. Ce qu'on veut, c'est toujours ajouter de la valeur. Vous prenez du papier, vous finissez avec une étiquette, un contenant qui a une valeur pour un produit. Ouais. C'est que le but, c'est toujours d'ajouter de la valeur à une matière. La matière résiduelle aussi a une valeur. C'est qu'on essaye d'implanter ça ou d'avoir ce volet-là d'économie circulaire, de l'implanter de plus en plus, de semer ça de plus en plus. Ouais. Là. Puis au fond, de penser à notre planète, puis aux générations futures, puis de s'assurer qu'on leur laisse une belle planète Terre. Ben, en fait, la planète, elle n'a rien à foutre. Elle va être encore là quand on sera plus là. Ce qu'on a besoin, c'est qu'elle nous fournisse encore, Ben puis oui. qu'on s'en serve encore. C'est que c'est ça qu'il faut ménager. Ouais. C'est notre survie à nous qu'il faut ménager. Ouais. C'est que c'est vraiment... parce que le sauver la planète, ça me fait tout le temps rire, Ouais, parce donc. qu'on veut pas la... C'est facile à pas le dire but, c'est aussi, nous là. qu'on veut sauver. Mais oui, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on a, maintenir ce qu'on a, puis d'améliorer notre impact. On va juste être mieux au bout du compte. Ça commence par des petits gestes au Ouais, quotidien. Oui. Ouais, oui. Ouais. Donc, c'est C'est souvent du gros bon sens, de toute Oui, façon. oui, totalement. Donc, c'est ce qui conclut notre épisode ensemble. Merci, Julie, Ben, merci de m'avoir d'être invité. venue. C'était super intéressant. Puis, je suis certaine qu'il y a plein de personnes qui vont nous écouter, qui vont être encouragées de se lancer dans le développement durable. Puis, n'hésitez pas là, à contacter le DEL. Là. Ils sont super On est là bons. pour ça. Puis, oui, oui. Donc, merci beaucoup. On se voit au prochain épisode.